Ils forment le premier bloc. Et ce n'est pas un hasard. Ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent. Ils donnent les vraies réponses. C'est cela, oui. Le premier bloc. C'est sur Planète Hockey, la radio. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue. C'est le premier bloc. On est le combien? Mais on est déjà à la fin du mois, messieurs. On est le 30 janvier. Le premier bloc, l'after. Nous allons parler de hockey sur glace helvétique, bien sûr, aujourd'hui, avec nos deux rubricards favoris, en l'occurrence Laurent Perroton. Bonsoir, Laurent. Bonsoir. Et Christian Ponty. Bonsoir, Ponty. Bonsoir, Ducaro. Vous l'avez peut-être remarqué si vous avez été consulter le site internet planethockey.com. Aujourd'hui, nous avons annoncé une spéciale questions et anecdotes. C'est vrai qu'on a reçu un certain nombre de questions et on se fera un plaisir de répondre à un certain nombre de celles-ci d'ici quelques minutes. Messieurs, avant de passer au casque d'or et au casque de plomb, puisqu'on a décidé désormais de démarrer l'émission avec ces attributions-là, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez retenu particulièrement de ce week-end? Laurent. Ouais, disons que un retour sur le week-end, mais moi ce que j'ai retenu c'est la qualité du match de hier soir. C'était vraiment un match de play-off, j'ai pris un immense plaisir à analyser ce match. Donc deux belles équipes, Rapperswil et Lugano, donc c'était vraiment intéressant, on reviendra un petit peu là-dessus. Et puis une petite analyse aussi sur les matchs de mardi qui sont déjà capitaux. En fait, chaque match maintenant est vraiment très très compliqué à jouer et à gagner surtout. Donc le championnat est vraiment fou. Christian, pour Monsieur Ponty. Moi il y a trois choses qui m'ont marqué. La première chose, moi j'appellerais ça le triangle d'or de Rappi. Powerplay à 100%, 4 powerplay, 4 goals, ça c'est quand même assez rare. Avec Noro, Chervenka et Tyler Moel en pointe triangle, ils sont juste à 100%, je crois pas grand chose à dire, vraiment beau à voir et très compliqué, faut pas prendre de pénalité contre Rappi, donc l'efficacité. Ensuite, en deuxième point, moi j'ai mis le jeune Kevin Etter, premier match avec Fribourg, premier goal, 2 tirs, 1 goal, et surtout dire 11 minutes de temps de jeu. Moi je dis faut le faire. Moi j'ai toujours du respect pour les entraîneurs qui mettent des jeunes. Et des fois on a dit que Fribourg mettait pas beaucoup de jeunes. En attendant, c'est comme il a très bien dit l'autre fois, c'est le club qui a le plus de Fribourgeois dans son équipe. Et le jeune Netter qui a fait déjà pas mal de piges à Turgovie. Donc bravo à lui. Et puis alors la dernière chose, pour moi, on est vraiment en mode play-off, c'est-à-dire que tous les scores sont réduits, on joue très défensif. Maintenant, on joue pour ne plus perdre. C'est la grande différence. Et regardez, on était le samedi au match avec Laurent, on regardait le Totomate. Je pense à 5 minutes de la fin, il n'y a quasiment aucune rencontre qui était décisive. C'était toujours avec juste un goal d'écart et ils ont marqué souvent le troisième goal. Toutes les parties sont comme ça. Donc ça va être vraiment passionnant, mais on est en mode play-off. Maintenant, c'est plus le hockey champagne où on ouvre le jeu. C'est très défensif. Ouais. Je reviens un petit peu dans ce que j'avais surtout remarqué sur ces derniers jours et je reviens sur votre idée de Kevin Etter. C'est qu'on a découvert quand même deux jeunes joueurs ces dernières semaines à Fribourg. C'est Loïc Perrin, le gardien, et qui d'ailleurs continue d'être le numéro 2 maintenant. On oublie un petit peu Galère pour le moment. Et puis, donc, il y a effectivement Etter. Et je me suis souvenu qu'il y avait encore d'autres jeunes fribourgeois qui étaient dans d'autres clubs partenaires. Ainsi, par exemple, Christian Dubé, il y a quelques jours, a décidé quand même de garder pour le moment dans le contingent Bignas. Bignas qui tourne pas mal d'ailleurs en Swiss League. Et on se dit que peut-être, effectivement, on cherche parfois trop loin ce qu'on aura peut-être sous la main. Exactement, et puis surtout, on doit rendre des comptes en tant que directeur sportif et entraîneur. Et je pense que c'est une volonté aussi politique d'avoir des jeunes issus de la formation. Donc on renvoyait aussi des messages à ton mouvement junior, à développer des jeunes joueurs. Et puis en niveau économique, on sait que les budgets sont quand même serrés. Et le fait peut-être de développer ces joueurs-là, tu peux investir un peu plus sur d'autres. Donc oui, c'est dans une logique. Et on a beaucoup reproché à Christian Dubé son manque de formation dans la jeunesse, intégrer des jeunes dans la première équipe, et puis là il commence à le faire, donc je crois que c'est une volonté
volonté de la part du club. Ouais, puis il est à Turgovie, hein. C'est un bon petit club de formation, il y a un bon petit public. Je pense que tu l'envoies pas en punition, parce que moi j'en ai connu des jeunes de Lausanne qui allaient jusqu'à Biasca, 4 heures de bagnole pour jouer devant 200 personnes, c'est plus dur. Et là je trouve que c'est intelligent comme choix. Et j'ai regardé ses stats avec Turgovie, il est vraiment pas mal, hein. Je crois qu'il a genre 18 points. Donc si je pense son goal, il ne le met pas par hasard, quoi. Oui, absolument. Voilà, l'émission est lancée. Je vous rappelle que nous sommes à tête de course. C'est le Bike & Coffee qui se trouve à Nyon, pas très loin de la gare. Nous sommes donc avec Laurent Perroton, avec Christian Ponty, et nous allons donc démarrer avec notre casque d'or. Casque d'or, ouais. Allez, on y va, Laurent. Moi, Roman Chervenka, c'est pas une surprise, mais je voulais quand même parler de Roman Chervenka parce que depuis qu'il est revenu, Rappi est monté au classement. Ils sont 3e avec 73 points et 2 matchs de retard sur Bienne qui a 78, donc potentiellement 2e numériquement. Il a 17 minutes environ de temps de jeu en moyenne. 50 points en 31 matchs, 15 goals et 35 assists, 1,61 points. Pour faire une comparaison, et il est plus 22. Pour faire une comparaison avec le 2e de la Ligue, c'est Di Domenico qui a 43 points en 37 matchs, 1,16. Donc là, on a 1,61, 1,16 et surtout 24 minutes de temps de jeu. C'est-à-dire qu'il joue 7 minutes de plus. 7 à 8 minutes de plus que Chervenka, donc c'est vraiment exceptionnel ce qu'il fait. Et hier, le powerplay, Christian a parlé du triangle, mais après il y a Albrecht qui est exceptionnel aux engagements, et puis Schroeder, ils ont un powerplay fantastique. On avait dit en avant-match, faites attention vraiment, on sait que Lugano a une moyenne de 4,2 pénalités mineures par match, ils en ont pris 4 goals et ils perdent le match là-dessus, donc vraiment Rapperswil incroyable avec ce powerplay. Ouais. Christian. Alors moi, casque d'or. Moi, mon casque d'or, c'est Bikoff. Parce que la prochaine fois, je dirais toujours en premier. Ouais, non, mais là, c'est plus un coup de cœur. Ouais. C'était peut-être votre coup de cœur d'ailleurs, Bikoff. Je m'y attendais. C'est mon coup de cœur. Moi. Ouais. Non, mais alors, parlons de Bikoff. Moi, ce qui m'a juste fait plaisir, c'est déjà que lui il marque, c'est clair, mais vous avez vu les autres comme ils étaient contents pour lui. Moi je pense que Bikoff c'est quelqu'un d'important. Ouais, non, mais c'est vraiment quand il a été en fait il s'est pas arrêté, il a patiné de vers le banc, et puis c'est comme si il y avait tous ses frères qui l'entouraient et qui le félicitaient. C'était incroyable. C'est un gars hyper attachant, et puis je pense que Laurent Meunier nous le disait l'autre fois, hein, c'est un gars super important dans le vestiaire avec Sprunger. C'est l'âme. Le goal, il est pas important. Magnifique. Alors voilà, exactement. Et de nouveau, alors lui je sais pas si vous avez vu l'interview, c'était marrant, il a dit ça devenait presque ridicule, sinon je pensais que j'allais plus marquer de goal de ma vie. Mais j'adore, justement, il a beaucoup d'humour, mais n'empêche que c'est important, il marque. Et l'année passée, quand c'est qu'il a mis des goals en play-off, en quart. Et voilà, donc peut-être qu'on attend aussi l'ADR pour le signer, j'en sais rien. Moi j'espère, je comprends qu'il y a un problème pour l'entraîneur, il a des budgets à respecter. Mais en tout cas, vraiment, j'espère qu'il va rester, parce que déjà, juste pour le sourire, puis pour ce qu'il amène, quoi. On aura l'occasion d'ailleurs de reparler de Bikoff, puisque je dois vous avouer qu'il y a une bonne partie des questions qui sont arrivées cette semaine qui concernaient André Bikoff. Vous voulez quand même préciser quelque chose ? Non, mais moi c'était juste c'était mon coup de cœur. Voilà, j'avais rajouté un coup de cœur parce qu'en fait, je l'adore personnellement, mais en plus, c'est des images qu'on adore voir. S'ils se sont fait un câlin, quoi. C'était hallucinant, quoi. Alors on va enchaîner avec le casque de plomb. Cette fois-ci, c'est moi qui commence, même si je ne sais pas si vous avez eu la même impression. C'est vrai que mes choix cette semaine ont été très orientés sur ce qui s'est passé à Fribourg et dans l'entourage de Fribourg. Et il y a eu ce fameux match entre Berne et Gotteron. Et j'ai envie d'attribuer le casque de plomb, mais plus pour l'attitude, pas pour la qualité du joueur bien sûr, mais plus pour l'attitude et tout, à Chris Di Domenico. Parce que quand il joue contre Fribourg, c'est pas le même. Et je trouve ça dommage. On connaît les qualités du bonhomme, mais là, en l'occurrence, le fait de vouloir coincer l'adversaire, de taper l'adversaire, avoir une attitude que je trouve négative, ce n'est plus Chris Di Domenico, et j'avais simplement pour ça envie de lui attribuer ce casque de plomb aujourd'hui. Mais c'est Di Domenico, hein. Il est toujours dans les extrêmes, dans un sens ou dans un autre, mais dans les extrêmes, il peut t'aimer, être détesté dans la seconde qui suit, il peut faire un geste génial et une monstre connerie derrière. Mais contre Fribourg, souvent, ça fonctionne pas. Parce que de nouveau, il y a une charge émotionnelle. Il y a la charge émotionnelle. Ouais, il n'arrive pas à gérer ça, et puis il peut te faire perdre le championnat aussi. Donc on connaît ses excès, c'est peut-être pour cela qu'il n'a pas gagné grand-chose dans sa carrière. Ouais. On continue le tour de table, cette fois-ci c'est à vous Christian, on terminera avec Laurent concernant le casque de plomb, allons-y. Alors moi, le casque de plomb, c'est relatif, mais c'est pour Söderholm. Je m'explique. Moi, il y a un truc qui me dérange, on vient de re-signer Manzato, alors j'ai regardé,
sur les 10 derniers matchs, Manzato a joué 2 matchs. Je trouve que Söderholm, il prend rarement des mauvaises décisions, mais entre celle-là et celle où Di Domenico a joué les prolongations à Davos, où il était vraiment pas bon, c'est rare que je dise qu'il coach pas bien, mais là je comprends pas bien. Et puis je me suis amusé aussi à regarder. Cloton, un week-end sur 2, joue avec Zurkirchen, Langnau avec Charlin, Ambry avec Hans, Lausanne, Lorikanen, Davos, Gilsen. Moi je veux dire, Manzato, il a été juste excellent en play-off l'année passée avec Genève. À quoi il joue là? Parce que j'ai un blanc. Vous êtes certain que Manzato a re-signé? Non, juste. Il a re-signé. Ils l'ont annoncé. J'ai un petit blanc. Il vient d'annoncer la semaine passée qu'il a re-signé. D'accord. Mais ce que je comprends pas, c'est que côté. c'est le meilleur moyen déjà pour prendre des chances que ton gardien Wüttrich se blesse, parce que on sait, hein, il est back-to-back, il a joué les deux, il a même pas. Manzato, il doit jouer 1 sur 3 pour moi, je comprends pas. Et puis surtout, si tu veux qu'il reste dedans, il faut qu'il joue. Et c'est Manzato, c'est pas un gardien junior élite, je comprends pas. Et surtout, si tu le refais signer, j'avoue que j'ai de la peine avec cette peut-être manière. que plus on approche des playoffs, plus Söderholm de toute façon va partir dans l'idée qu'il a un gardien numéro 1. Moi, je pense qu'il panique. Moi, je pense qu'il est inquiet parce qu'il n'arrive plus à relancer la mécanique. Il faut qu'il gagne. Il ne fait pas confiance à Manzato. C'est un peu dommage. Moi, je vais sur mon casque de plomb, puis c'est rigolo parce que ça va aller un petit peu dans ce que vous dites, mais un petit peu finalement en défendant Söderholm, finalement. Ok. Parce que moi, le casque de plomb, c'est Andrew Hebet. non mais attendez, on n'est pas au Pingouin Rapide de Gland là. On est au SCB, le Grand Berne, 17 900 places. On est d'accord. Quand Andrew Hebet déclare « Je ne trouve pas de renfort défensif qui serait un renfort et qui soit mécontent dans son organisation ». Davos vient de nous prouver le contraire. Alors, monsieur Hebet, Aaron Irving, qui est droitier, qui a joué en Suède, République tchèque, Tchéquie et Finlande, 1m85, 95 kg, qui arrive à Davos pour remplacer Manu Nygren. Ensuite, Jon Ovitu pour remplacer Vatanen, international, et qui a joué en NHL. Lukas Klok, tchèque international, qui a remplacé Oliver Kaski et qui a joué en NHL. Adam Almqvist, qui a été à Zug en remplacement de Niklas Hansson, qui est international, qui a joué en NHL. Et Michael Jordan, tchèque, Jordan, tchèque, en remplacement de Maxime Noro, qui a été blessé à un moment, gaucher aussi. Donc et vous savez pourquoi? Parce que il va d'abord se tourner vers l'outre-Atlantique. Mais bien. Il va se tourner vers les États-Unis et le Canada. Non mais alors, il va pas en Europe. moi je vais vous répondre. Je suis profondément désolé, mais tous ces jours-là, ils ont été proposés. Là, il n'y a pas à aller en outre-Atlantique. Il y a que t'as Lefel de blessé. T'as Gélinas de blessé depuis le début de saison. Lefel va revenir avant la pause de l'équipe nationale et Gélinas fin février. Tu as Hunter Sander et Golubev qui joue 30 minutes de jeu par match. Donc tu peux perdre ces joueurs-là à force de les surutiliser et en plus tu donnes pas de solution défensive. Donc peut-être que Manzato il jouerait plus si on avait des renforts étrangers. Peut-être que le coach il paniquerait moins parce qu'il a besoin d'avoir des résultats. C'est sa première année en Suisse. Il a besoin de résultats en ce moment. Et c'est, pour avoir des résultats, il faut que tu aies des joueurs. Et pour avoir des joueurs, il faut que ton directeur sportif fasse le boulot. Moi, je n'accepte pas, quand tu es le grand SCB, de dire je ne trouve pas d'étrangers ou de renforts. C'est une sorte d'impuissance. Encore une fois, je reviens là-dessus. J'ai peut-être un blanc, mais mis à part Kaoun, qu'est-ce qu'il y a comme étranger européen à Berne? Il n'y a pas un Allemand aussi. Il y a Kaoun. Et puis voilà, enfin je le dis de mémoire, mais enfin c'est une majorité nord-américaine et il ne faut pas s'étonner. Golubev et les Canadiens. Les Canadiens. Exactement. Donc voilà, je crois que vous avez une partie de l'explication. Oui, non, mais une partie de l'explication, mais là c'est tes principes, ok. Mais là on est en train de jouer la 6e place. Là, il faut gagner là. Il faut gagner pour pas aller en pré-playoff et avoir une sale saison. Et on sait qu'à Berne, ces dernières saisons, les résultats sont pas très bons. Donc là, pour moi, c'est le FC la loose là. Quand j'entends une déclaration comme ça, surtout quand tu es directeur sportif du CB, c'est pas que t'as pas de moyens. C'est ça. Puis il y a quand même Söderholm qui doit avoir son mot à dire quand même, et lui il connaît bien le hockey européen par la force des choses. Et je pense qu'il pourrait aider à trouver. Vous savez, vous avez des fois des bons Allemands, des bons Slovaques qui peuvent dépanner. Si tu gires que par les Nord-Américains, évidemment que le marché il est restreint.
Bon, on enchaîne avec la partie questions de cette émission. Alors, il y a eu un petit peu de tout. Hein. Il y a des questions qui ont été. Non, mais il y a des questions quand même. On a un petit peu filtré certaines parce que on n'est pas non plus à un endroit pour venir polémiquer. Même si on donne notre avis, on n'est pas non plus là pour lancer des pavés qui ne se justifient pas dans la mare. Mais enfin voilà, on va prendre une première question. Il m'a envoyé 2 questions. Une qu'on avait déjà évoquée entre nous, mais à l'interne. Mais je vais quand même vous la reposer parce que finalement, elle n'est pas si bête que ça. C'est 2 questions de Alain de Fribourg. Alors la question qui peut paraître un petit peu bizarre, mais comme ça va donner un petit peu le ton. Peut-on demander un coach challenge contre sa propre équipe ou dans une action qui est autre qu'un but ou qu'un hors-jeu ou comme ça? Ouais, elle est bizarre, c'est bizarre comme question de demander un coach challenge contre sa propre équipe, mais en y réfléchissant. Imaginez, vous êtes dans la dernière minute de jeu, et puis il y a un hors-jeu manifeste qui n'a pas été sifflé, et puis tout à coup vous vous retrouvez avec un engagement dans votre zone de défense. Il reste 3 secondes à jouer. Avec 3 secondes à jouer, l'adversaire, si vous êtes dans votre zone de défense, il peut encore marquer. Vous demandez un coach challenge pour prouver qu'il y a eu erreur, et puis tout à coup, puisqu'on revient à l'action d'avant, eh bien l'engagement, il se fait en dehors de la zone. Alors moi je vais vous répondre. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous répondre. C'est pas bête comme question. Je vais vous répondre. Je pense qu'en termes de réglementation, je suis pas arbitre, mais je pense que vous n'avez pas le droit de demander un coach challenge contre votre propre équipe. Oui. Donc, ça aide son équipe. Au niveau oui, dans ce sens-là, mais au niveau réglementaire, je crois que c'est que contre l'équipe adverse à contrôler. Mais la remarque, elle est pas mauvaise. Hein. Ouais, mais même, je dirais, tu vois, si tu prends un goal, mais que genre 30 secondes avant, il n'y a pas un hors-jeu qui n'a pas été sifflé contre toi, tu pourrais dire, il y avait hors-jeu contre mon équipe. Ouais. Donc, dans ce sens-là, peut-être. Si c'est dans la même action. Mais alors, j'avoue, je sais pas. Comme on est dans les anecdotes, moi je vais vous en donner une. Demi-finale du championnat junior élite. Le coach de Berne qui était Thomas Valen. On a un 5 contre 3. Si on marque, on part en prolongation. Et d'un coup, il y a Rémi Riemann qui joue à Martinique, qui reçoit le puck, cage ouverte. Et Svalen, il prend un joueur et il pousse un joueur sur la glace. Normalement, dans le règlement, on ne doit pas siffler un surnom, mais c'est tellement surprenant que c'était Didier Massy qui arbitrait la rencontre. Il a tout de suite sifflé pour son nombre et du coup on n'a pas réussi à marquer, il restait quelques secondes et il y avait un joueur supplémentaire parce que surnombre et du coup là ça l'a servi, donc il y a des fois des coachs qui pensent à des choses incroyables. Ouais, c'est vrai. Voilà, ça c'était la première question de Alain. Puisqu'on est avec Alain de Fribourg, on va enchaîner avec sa deuxième question qui est aussi très fribourgeoise. Sa question, c'est simplement quel est l'avenir au niveau des gardiens pour Fribourg, parce que c'est vrai que c'est assez nébuleux. Actuellement, il y a Béra qui est sous contrat, Hughes part à Lausanne, Gallet, Perrin, ça reste pour l'instant des numéros 2. Or, il faut en tout cas un numéro 1,5, dit-on. Béra, il est encore là une année, mais on ne sait pas comment il va revenir. Enfin, lui, il aimerait avoir un peu votre sentiment par rapport à ce qui va se passer à Fribourg. Et moi, je vais compléter parce que bientôt, d'ici quelques heures ou peut-être demain, sur le site planethockey.com, j'ai fait un petit peu justement un panorama de ce qui risque d'arriver encore sur la fin de cette saison avec les 2 ou 3 clubs qui n'ont pas de gardien numéro 2 pour l'instant officiellement. Et c'est vrai qu'il y a quand même des noms intéressants. Alors parce que l'exemple type, c'est est-ce que Fribourg, par exemple, pourrait envisager de prendre comme numéro 2 je sais pas, Tchatcho, par exemple. Voilà, exemple. Alors, quel est votre sentiment concernant la situation des gardiens à Fribourg? Moi, je pense qu'ils vont prendre un deuxième gardien type Tchatcho, justement. Il a joué une partie de son mouvement junior là-bas. Et puis, je crois que ça sera un gardien qui va être capable d'assurer 1 sur 3, 1 sur 4. Et en espérant que Béra soit en santé et puis que ça aille bien. Par contre, si d'un coup, il s'avère que Béra ne peut vraiment plus jouer, on va avoir des confirmations sur la fin de saison. Il devrait reprendre notamment lors du derby. J'ai entendu parler de dimanche prochain contre Genève-Fribourg. Là. On verra un petit peu ce qui est décidé du côté du staff. Mais si Béra, je pense qu'ils vont se tourner, parce que le marché il est sec pour des numéros 1 suisses, ils vont se tourner avec un gardien étranger. Ouais, ou bien alors. Et puis ils avaient déjà eu avec Caron, il y a eu des périodes où ils ont aussi, comment il s'appelle ? Il y a eu Slone. Il y a eu le père Slone. Ouais, mais il y a aussi le fameux. Ah oui, qui joue actuellement d'ailleurs, je ne sais plus où, en Tchéquie, je crois. Ça va nous revenir, absolument, un peu foufou. Moi, après, par exemple, en backup style
Giaccio, il y a, comment ça s'appelle, le gardien de Sierre qui est pas mal. Giovannini, mais voilà. il a re-signé à Sierre. Non, mais je parlais pour la fin de saison en cas de pépin en licence B. Parce que lui, ça pourrait être un backup. Il l'a fait régulièrement à Genève aussi. Ouais, exact. Et puis après, je sais pas où ils en sont, mais vu que l'année prochaine, le backup il viendra de Turgovie, est-ce que peut-être qu'ils l'auront déjà d'ici la fin de la saison? Ouais. C'est aussi une option. Enfin voilà. Il y a encore beaucoup à faire, je pense. Il faudra quand même surtout penser à l'après-Béra. C'est ça le problème. Le problème, il est dans 12 mois. Quoi. Oui, l'après-Béra, mais ils vont déjà, à mon avis, ils vont déjà prendre des décisions sur le février-mars, là, voir comment se comporte Béra. À mon avis, ça va déterminer déjà. Dans quel état il sera Béra? Déjà l'année prochaine. Vous pensez que le statut de numéro 1 incontestable de Béra pour la saison prochaine, il pourrait être déjà mis en question et que tout à coup, Dubé, sans moyen, décide d'essayer quand même d'acquérir un bon gardien étranger à ce moment-là, comme un Seteri, comme un... Oui, mais ça va dépendre de son état de santé. S'il est en santé, il gardera son poste de numéro 1. Moi, je pense qu'en santé, Béra, il fait l'affaire, mais... c'est quand même une opération au bout, on ne sait jamais, il y a toujours des conséquences. Puis là, j'entends, il est revenu, puis il a quoi maintenant, 36 Oui, par là autour. 36. Ouais. Donc tu te remets pas forcément à la même vitesse. Déjà, est-ce qu'il sera prêt pour les playoffs? Ça va être une grande question. Ouais. Spéciale question et anecdote, je détends tout de suite l'atmosphère ou bien on part sur un truc encore un peu sérieux? On alterne. Allez, on alterne. Bon, alors, c'est une question pour Question Ponty. Vas-y, attention. Venant de Marie-Jeanne de Lausanne. Sacrée Marie-Jeanne. Alors, pourtant... non. Arrête, menteur. Non, vous allez rigoler, mais on filtre. Mais celle-là, j'ai pas voulu la filtrer. Elle demande votre numéro de téléphone. Alors, et là, il est gêné. En off seulement. MJ, allez, donne le numéro, MJ. Je n'invente rien. J'ai donné dessus de Laurent Perroton. Non, mais c'est pas vrai ça. Non, tout est vrai. Absolument. Bon. Voilà. Bon, Marie-Jeanne, on vous la donnera en off, la réponse. Voilà, on va donc passer à la suivante. Donc, c'était Marie-Jeanne de Lausanne. Il y a Marc Dumouret. Il y a beaucoup de messages qui proviennent d'ailleurs du canton de Fribourg et de Lausanne, un petit peu moins de Genève, c'est dommage. Attendez, il faut que je me relise. Ah oui, question un petit peu générale, mais on se la pose souvent encore. Davos est-il toujours avantagé par l'altitude? Oui, moi je trouve que c'est quand même compliqué par rapport à leur style de jeu aussi. C'est une équipe qui est très intense, qui met beaucoup d'énergie et beaucoup d'émotion dans son jeu. Donc quand tu arrives à Davos, tu as toujours un moment d'adaptation et si le match est très intense, ça peut te poser des problèmes au niveau physique et c'est pour ça que les équipes n'aiment pas aller jouer là-bas. Ouais. Alors moi je dirais deux choses, l'altitude, et il y a un autre truc. Problème respiratoire, le froid. Il fait très froid et quand tu respires très fort dans une patinoire et qu'il fait hyper froid, si t'as pas l'habitude, t'es pas avantagé. Ça c'est clair et net. Ça fait un peu des flèches dans les poumons. C'est ça. Non. Quand vous allez jouer à Sastal, c'est ça. Je peux vous dire que vous en rappelez. Winter Classic. On va pas revenir là-dessus. Donc du coup, à Sastal, tu prends encore des boules de neige sur la glace pendant les powerplays. Mais le fait que l'on... c'est vrai. Mais vous avez vu que c'est bientôt terminé. Ils ont voté la construction d'une patinoire couverte. C'est bien. C'est dommage. Puis quand t'es en box-play, t'as les 4x4 qui allument les feux. Du coup, le gardien il va rien. Non, mais nous on a vécu des moments exceptionnels là-haut. Franchement. Allô. Moi j'en ai une petite quand même pour les auditeurs. Puisqu'on en est au niveau des anecdotes, allez-y. À un moment donné, il y a eu un problème de glace vraiment important avec un trou sur la glace, mais proche de la bande. Et en fait, ils m'empêchaient de passer, il y a Christian qui m'aidait. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dévissé la bande et ils l'ont avancé. Ce qui fait que c'était les lacets de l'Alpe d'Huez quand tu faisais un rime. Et voilà, on a joué, pas de problème. Non, mais parce que ce qui s'est passé, c'est que vraiment, c'était impraticable. Donc nous, on est allé voir l'arbitre, puis comme on n'aimait pas trop aller là-haut, parce que quand tu renvoies un match là-haut, en fait, tu dois retourner, c'est long. Et c'est à tes frais. Ouais, c'est à la tes première frais, fois, c'est à tes frais. Donc, Et du coup, en fait, on a dit, mais c'est impraticable. Puis l'arbitre, il a donné 10 minutes pour essayer de réparer la bande. Je pense qu'il y avait tout le village
qui travaillait sur le long, mais c'était un truc de fou. Il y avait 40 personnes. Et moi, j'ai essayé de m'approcher. Il me regardait avec des yeux. J'ai cru que je dis ok, c'est bon. Genre, j'avais une veste Fort Warmer. Ils ont bien vu que. Et franchement, c'était juste impressionnant. Je pense que tout le village s'est mis à réparer la bande. Ils ont fait un truc plus. De toute façon, l'arbitre, il pouvait pas dire que c'était pas praticable parce qu'autrement, je sais pas ce qu'il lui aurait fait. Donc, on a joué. Non, mais à ce il y avait un virage. Quand vous arriviez à la ligne rouge, il y avait un petit virage. Quand vous dégagiez le puck, c'était énorme. Ouais. Et puis je me souviens de matchs là-bas où je pense que le match il durait 3 heures parce que tous les quarts d'heure ils refaisaient la glace parce qu'il neigeait. Et, tu te rappelles? Mais puisqu'on parle de Sastal, il y a une anecdote qui me revient, qui m'a été rapportée. J'avoue que je n'ai pas été la vérifier, mais enfin, comme j'ai eu ça de plusieurs sources, je me dis que c'était peut-être vrai que certains. Alors, peut-être que les dirigeants vont peut-être, enfin, surtout les dirigeants d'arbitres vont peut-être découvrir l'anecdote à l'époque, mais il semblerait qu'il y a quelques saisons, un match à Salstal se soit joué aux cartes parce que plus personne n'avait envie de jouer sur la glace tellement il faisait froid. Avez-vous entendu parler de ça? Bon, moi j'ai entendu ça, mais je l'ai aussi entendu à la Vallée de Joux à l'époque. Enfin, c'est un peu un grand classique. Ouais. Est-ce que c'est vrai? Peut-être qu'une fois ça a bien dû l'être. Mais ça, je crois que c'est les années 80. Si vous avez l'accord des deux équipes, oui, c'est ça. Ouais. Si vous avez l'accord des deux équipes, vous jouez le match aux cartes au lieu d'aller. C'est un match sans importance, c'est un match de fin de saison, mais enfin, ça se dit. Moi, j'avais entendu avant qu'il y ait le toit à la Vallée de Joux une histoire un peu similaire, mais je sais pas si c'est. Bon, on continue. Vous aviez aussi un titre personnel. Est-ce que vous avez reçu des questions? Allez-y, on fait un petit tournus. J'en aurai une pour toi, Philippe. Moi, sur Messenger, j'ai reçu une question pour Monsieur Ducarreau et moi-même. Ouais. Quels sont les moments de stress et de rire à la télévision? C'est vous qui allez répondre. Vous en avez plein. Parce que vous avez fait. Mais moi j'en ai noté quelques-unes. J'ai fait un truc crescendo, mais ma première émission au début du siècle, on va dire, à Apocalypse, c'était encore le tableau. On devait écrire sur le tableau. Et moi, je suis venu avec ma sacoche et j'ai commencé à écrire sur le tableau. Et il y a eu la pub et je me suis aperçu que j'avais un indélébile. Donc du coup, heureusement, j'avais un deuxième tableau dans le sac et je leur ai fait le tableau. Ça, c'est une anecdote. Après, un truc où vous êtes concerné. J'étais engagé à Téléclub. J'ai fait du co-commentaire avec Monsieur Ducarreau. Et puis d'un coup, pour me remercier, et puis il était assez content de ce que je faisais, il m'a donné la finale de National League avec Marc-André Berset. Et donc me voilà parti, je venais d'arriver en Suisse, me voilà parti avec ma voiture. Je pars très en avance pour pas arriver en retard. Je reçois mon accréditation par internet pour le parking, etc. Arrivé à Berne, ça freine, je freine, il y a un mec qui m'emboutit la voiture. Il m'emboutit la voiture et on fait le constat. Je peux continuer à rouler, mais ma voiture, elle est dans un état. Et donc j'arrive à Cloton. Tu vois un peu, c'est final, tout le monde très chic. Plaque française. Plaque française, avec tout juste le pot qui touche par terre. Et je monte mon accréditation. Ah, vous êtes le consultant pour la télévision. Et donc je rentre là-dedans. Et ce qui est très marrant, c'est que quand je suis rentré au retour, j'ai roulé à 90. Et quand je suis arrivé le matin, je suis rentré très tard. Je me suis levé le matin, ma femme, elle m'a dit: j'ai vu l'état de ton 4x4, ça paye la télé. Donc on lui passe le bonjour. Et depuis, il a une Tesla. Voilà. Et puis, juste une dernière. Allez-y. J'en ai encore deux, mais vraiment qui m'ont marqué. C'est co-commentaire. J'arrive à la RTS. Et là, il y a Laurent Bastardo qui est aux Jeux Olympiques. Et il y a son consultant qui n'est pas là. Et je dois faire un co-commentaire en cabine. Et j'ai une seconde d'intervalle avec lui. Ouais, ça c'est terrible. C'est terrible. Et en plus, je dois appuyer pour parler, etc. Et des fois, j'oublie. Et puis, Bastardo, il dit... C'est du morse. Bastardo, il dit... Dans le commentaire, il dit: on vous entend plus, on a perdu la liaison. Et je dis oui, il y avait des problèmes techniques. J'avais oublié d'appuyer. C'était toi le problème. C'était énorme. Ouais. Et la dernière, elle est toute récente avec Pascal Blattner. Et ça, c'est une histoire de fou. On était sur Sport Dimanche. On avait 5 minutes avant les playoffs. Je vais au maquillage et au bout d'1 minute, je commence à éternuer, pleurer. Je vais aux toilettes, je tousse. Et pendant 10 minutes, et Pascal, elle m'entend dans les toilettes, je fais une allergie au maquillage. 5 minutes avant l'antenne, avant de monter, la dame, elle m'amène à un antihistaminique, elle me met des lingettes d'eau chaude. Et je rentre, elle me remaquille avec une autre crème, je rentre sur le plateau et mes 5 minutes. Il y a Sioux sur le plateau. J'étais en train de parler, et puis en plus, vous savez qu'il faut être très
dans les mots, il faut pas être trop précis parce que c'est pas des spécialistes qui regardent Sport Dimanche, il faut être généraliste. Faut vulgariser, donc concentrer sur mon vocabulaire et mon nez qui me grattait et c'était un enfer et ça se finit, là ça part en pub, je suis allé aux toilettes, j'ai commencé à me remettre de l'eau donc là et Pascal Blattner elle en revenait pas quoi que j'ai pu aller sur le plateau, c'était vraiment vous me donnez l'occasion de saluer un collègue qui nous manque beaucoup sur le hockey sur glace, c'est Christophe Cerf qui lui nous écoute énormément. On sait qu'il a eu des gros problèmes de santé, que quand on le voit à l'antenne c'est souvent avec des lunettes noires et tout ça, c'est aussi parce que Christophe a fait une allergie aux produits de maquillage. Exactement. Et mais lui ça lui coûte quasiment sa carrière, sa deuxième partie de carrière de journaliste malheureusement. Enfin voilà, on voulait le saluer puisqu'il nous écoute régulièrement. Il nous écoute régulièrement, ça fait plaisir. Et c'est dommage d'ailleurs que la RTS se passe de ses capacités, de ses connaissances au hockey sur glace. Il est très bon, très bon au hockey sur glace et puis c'est une très bonne personne. Absolument, et il y a des choix qu'on a un peu de peine à comprendre. Oui, mais moi, vous me demandiez une anecdote, il y en a deux qui me sont vite revenus à l'esprit. Vous vous sentez tout à coup important lorsque vous êtes coincé dans un accident, vous allez commenter un match à Ambry avec Paul-André Cadieux et que vous vous retrouvez coincé dans un accident avant le Gothard et puis que vous avez des patrouilles de police qui viennent faire la route et pour vous dégager, vous et les arbitres qui étaient également coincés avec nous, et donc la police nous a ouvert la route au milieu de la circulation pour pouvoir arriver à temps pour commenter et arbitrer le match. C'est une belle anecdote. Ouais, voilà, il y en a plein comme ça, évidemment, je pourrais en raconter d'autres. Mais enfin voilà, effectivement, on a plein de petites choses comme ça qui nous sont arrivées. Allons-y, j'ai Christian. Juste une question pour Philippe Ducarreau. Alors c'est un peu lié à toi, Philippe. Ouais. Est-ce que tu sais qu'il y a un joueur belge qui joue au hockey en Suisse? Oui. Et il est gardien. Bah oui, tout. Mais j'ai appris ça ce week-end. Ah, voilà, mais il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il est hollandais. Voilà, c'est Joran van Pottelberg. Mais il y a 2-3 joueurs belges de qualité. Il y en a un qui a fait une belle carrière aussi en Allemagne. Mike Pelgrims. Voilà, Michael Pelgrims, exactement, qui aurait pu aussi jouer en Suisse. Il était vraiment de niveau international. Ouais, il jouait les deux. Il jouait avec un Hollandais, Tommy Hartox, qui entraîne à Morges là. Qui a été une figure historique du hockey batave. Qui joue à Holton, qui s'appelle Huguebert. Alors, mais de Huguebert, il y en a dans toutes les ligues. J'ai appris que Huguebert, c'était un peu le Dupont. Il y en a beaucoup de Huguebert. C'est deux frères. Il y en avait même un en foot à Neuchâtel-Xamax. Il y en a un qui joue à Dudingen, qu'on a sport études, et Stéphane, c'est son frère. Stéphane qui joue à Holton. Voilà. Et puis leur papa, c'est Serge Huguebert, qui a joué à Genève et à Lausanne. J'ai joué avec Serge. Exactement. Il y a parfois des nationalités aussi étonnantes que l'on peut découvrir comme ça dans les équipes de hockey sur glace. Le hockey belge, on pourrait une fois en parler. Je précise parce qu'il était à moitié belge. Ma mère. Allez. Hein. Ouais, allez, Jeff Carrette, ton bazar. Mais effectivement, il y a le hockey belge essaye de se développer, c'est un petit peu compliqué. Vous savez que le championnat de Belgique et le championnat de Hollande sont en commun. Il y a juste les coupes nationales qui sont séparées. Ils essayent de progresser, mais c'est difficile. Et aujourd'hui, on me demande encore, mais c'est quoi le niveau d'un match de première division en Belgique? Je dis que c'est à peu près de la MySports League. C'est à peu près ce niveau-là. Mais on est quand même, maintenant, on a dépassé le cap du simple étudiant canadien qui venait faire ses études. Maintenant, c'est comme un petit poil plus haut. Il y a des étrangers qui viennent, qui sont rémunérés. C'est un petit peu monter le niveau. Mais Serge Huguebert m'expliquait à l'époque qu'il allait jouer avec l'équipe de Belgique, justement. Il faisait le championnat du monde du groupe C. Moi, je suis au groupe D. En Belgique. Mais il disait qu'il a vécu des endroits incroyables. Le Zimbabwe. Non, mais au Portugal, ils commencent à monter l'équipe nationale. Je connais un gars et ils auront leur première patinoire. Mais à la fin des années, je me souviens plus, c'était en 80-90. Je suis allé, puisqu'on est au niveau des anecdotes, au championnat du monde du groupe D, parce que ça s'appelait encore comme ça à l'époque, groupe D à Geel, justement en Belgique. Et Geel, c'est une des régions, enfin c'est une des villes où on pratique le hockey depuis longtemps. Et j'ai vu ce fameux match entre la Grande-Bretagne et la Nouvelle-Zélande qui s'était terminé par un 56-0. Et je connaissais l'arbitre qui était russe, parce qu'évidemment, pour un championnat du monde, quel que soit le niveau du championnat du monde, vous avez des arbitres internationaux. Et l'arbitre russe qui était là était venu vers moi, parce qu'on se connaissait un petit peu, me dire, mais qu'est-ce que je fous là? Il patinait plus vite que tout le monde, enfin c'était terrible. Mais 56-0, ça reste encore le score record, et c'était donc entre la Grande-Bretagne et la Nouvelle-Zélande. Et j'y étais. Alors c'était génial, parce que la Grande-Bretagne est arrivée, ils avaient quand même quelques moyens, puis la Nouvelle-Zélande sont arrivés avec, je vous dirai jamais, le gardien avec ses lunettes noires. Ils avaient des équipements d'un luxe incroyable. Par contre, il y avait les Roumains qui étaient là aussi, et qui sont arrivés, ils n'avaient pas les mêmes paires de chaussettes, ils avaient des maillots troués, etc. C'était
vraiment le groupe D, c'était le bas du bas du bas. Et c'était c'est aussi ça, le hockey sur glace, il ne faut pas l'oublier. Et c'est pour ça qu'il était une légende, parce qu'il n'y a que toi pour nous raconter des trucs pareils. Voilà. On continue, j'ai encore une ou deux questions rapidement. Tiens, on reparle des gardiens. Là, c'est Aloïs de Bienne qui justement parle du statut des gardiens biennois et qui craint que trop de bons gardiens peut nuire. Ouais, ça je pense pas. Non, moi je vais répondre non par rapport à la Ligue aujourd'hui et le niveau d'exigence dans la concentration et la performance sur 60 minutes. Tu as besoin aujourd'hui d'avoir voir 2 gardiens numéro 1 ou un bis. Donc c'est un chacun, un petit peu comme à Genève, ou 1 sur 2 ou 1 sur 3. Mais tu es obligé par rapport à la Ligue d'avoir des gardiens de haut niveau et plusieurs. Okay, oui. Puis, j'étais là pour le retour de Van Pottelberg. Moi j'ai trouvé pas mal, franchement. Et puis ils ont quand même un sacré bon problème parce que le numéro 3 à Bienne, il est content de son sort. Ouais. Donc franchement, Maurice n'a aucune prétention maintenant. C'est ça. Non, mais c'était clair dès le départ. Hein. Moi je pense que Stéphanie en avait pas. Mais vous le voyez continuer encore une saison ou deux? Non, normalement il arrête. Simon Ritz va partir dans la formation des jeunes gardiens à Bienne, donc il y a une reconversion derrière tout cela. Ouais, mais moi je pense surtout que Simon Ritz, si tout d'un coup ils ont des blessés, s'il doit remettre les patins l'année prochaine, il est capable. Exactement. Peut-être qu'il va garder la forme en numéro 3. Ouais. Et puis alors, les dernières questions, et ça fait partie de votre coup de cœur de tout à l'heure, on évoque encore pendant quelques instants, parce que je vois qu'on est déjà à 34 minutes d'émission, ça va vite, mais c'était sympa. Donc l'avenir d'André Bikoff, comment vous le voyez maintenant? Moi, si j'étais directeur sportif, j'irais le chercher. À Rapperswil par exemple, mais je sais que lui il est très roman donc il veut rester là. À Genève, il serait intéressant dans un profil à Genève. Et moi je pense qu'il en a encore sous le pied. Mais dans le même rôle qu'à Fribourg en fait. Non. Donc sans jouer plus. Non, en jouant un peu plus. En jouant plus. Non, mais moi je suis sûr qu'il en a sous la pédale encore. Il a encore du bon hockey, moi je pense aussi. Et donc on espère qu'il re-signe à Fribourg parce que lui il a envie de finir sa carrière là et puis ça va dépendre de ses playoffs. Mais là le goal qu'il a mis contre Berne, je pense que ça va le lancer dans quelque chose d'intéressant. Ouais, c'est une belle histoire. Moi j'espère aussi sur le fond qu'il joue. Après c'est vrai que ça me ferait mal au cœur qu'il soit tout le temps dans le 4e bloc avec 8 minutes de temps de jeu. On discutait de ça ce week-end avec Laurent là. On parlait du joueur de Zurich, comment il s'appelle, qui ne signe pas, Bodeman. Et on disait qu'on commence à réenvisager du côté de Cloton. Mais pas seulement, il semblerait qu'il y ait des très grosses offres, je pense, quantitatives en nombre d'années. Mais moi je me disais, mais tu vois, c'est totalement improbable. Bikoff je le vois pas à Ambry, mais ces 2 gars-là à Ambry, imaginez la profondeur. Et puis je pense qu'avec de nouveau du temps de jeu, moi je suis sûr que Bikoff il a encore plein de belles années devant lui. Ouais, moi aussi. Bon, écoutez, on va souhaiter que cette affaire Bikoff se règle assez rapidement. Et c'est vrai que je pense que beaucoup de monde aimerait voir Bikoff terminer sa carrière à Fribourg et non pas chez un adversaire potentiel. Messieurs, on va parler un petit peu de ce qu'on a vu sur sur l'ensemble des patinoires ce week-end. Ouais, exactement. Allez, on y va. On commence avec Genève. Donc Genève, un seul match week-end, victoire 3 à domicile, un petit peu poussif, mais à l'expérience. Grosse blessure le mardi précédent de Simon Lecoultre. Donc Vatanen et Volmin qui sont blessés, donc ça commence à faire du monde, plus des clous qui ratent pas mal de matchs, donc attention au niveau de la défensive. Temps de jeu pour Tom Ernest samedi soir 26-30 et 21 minutes pour Ovitou, donc ça fait beaucoup. Après mon coup de cœur, moi c'était pour Vincent Praplan. Des fois l'environnement pour un sportif, l'entourage, la ville, tout peut changer un joueur, et là depuis qu'il est parti de Berne et qu'il est revenu à Genève, il est vraiment très très bon. 26 points, 11 goals, 15 passes avec très peu de temps de jeu sur l'ensemble de la saison sur le powerplay, donc c'est vraiment un plus 11. 14 minutes de pénalité, donc s'il continue dans ce rythme-là et dans le volume de jeu et la production offensive, je pense qu'il a une grande chance d'aller au championnat du monde. Donc ça c'était mon petit coup de cœur. Après, je voulais parler d'un petit peu de certains joueurs. Morer qui est en difficulté quand même. Là, on sent qu'il a un coup de mou et on a besoin de lui à un meilleur niveau. Miranda, Morer, je pense qu'il va ressortir en play-off. Ouais, c'est ça. Va être utile. C'est ça. Mais Miranda, un petit peu aux abonnés absents. Ouais. Et puis là, on a fait un 4e bloc. Smirnov, Bertagia, Pouliot. Pouliot que 9 minutes 49 de temps de jeu. Donc, c'est étonnant pour un joueur qui flamboyait il y a encore une semaine ou deux. Ouais, alors moi je pense que mais il sera de nouveau en play-off. Dans le coaching, on alterne un petit peu selon les joueurs à disposition. On a remis Praplan sur le premier bloc avec
avec Phil Poula et puis Winnick qui revenait de blessure ou de maladie, qu'on a senti un petit peu emprunté. On a senti un petit peu emprunté, mais voilà, Cloton, très belle équipe, très jeune équipe qui patine, mais surtout l'expérience, et puis quand tu as de la confiance, tu gagnes ce genre de match. Ouais. Alors moi, juste dernière chose, Robert Mayer, 91,49% d'arrêt depuis le début de saison, mais très très bon. 3 victoires en 3, 2 contre Bienne et une contre Cloton, et il a été très très solide. Et il n'est pas fantasque. Il n'est pas fantasque, il joue très bien, il est calme, donc bonne chose aussi pour Genève. Alors moi, j'ai envie de tirer une similitude entre Genève et Fribourg par rapport à Bertaggia, parce que je pense que quand il va marquer, ça va être à peu près comme Bikoff. Ils vont tous contents pour lui. C'est vraiment le gars, il court après son goal. Et puis là, je crois qu'il a eu un peu plus de temps de jeu. Ils l'ont aligné sur le match d'avant, en tout cas sur le premier bloc. Là, il a 9 minutes 32. Voilà. Mais moi, je serais même pas étonné qu'un gars comme Bertaggia, en play-off, il sorte. Parce que c'est typique des années où il n'y a rien qui va, et tout d'un coup, il y a tout qui revient d'un coup, et puis t'as fin de hockey. C'est un peu comme Sorensen. Bon, lui, il a joué, mais il a pas joué comme il sait jouer, comme il a pu jouer. Puis comme j'ai dit, lui, il a fait un faux départ en début de saison. Il était sur un bon bloc. Après, pour le match en lui-même, moi, je voulais juste dire un truc. Moi, j'ai vu une équipe de Cloton incroyable. 4 défaites d'affilée. Ils jouaient pour gagner. C'est une bande de hordes sauvages, de jeunes gars. Ça, c'est l'effet Tomlinson. Ouais, mais je m'en fous, c'est tellement beau à voir. Ça joue vraiment bien. Et puis Reinbacher, incroyable. Ouais. La maturité. Prise de décision de ce gamin. C'est un gamin. Le gars, jusqu'à la dernière minute, il est tout le temps sur la glace. Lui, s'il n'arrive pas à NHL, je ne comprends plus rien au hockey. Il est encore fin. Alors c'est ça aussi, on discutait de ça avec Laurent, je disais, Cloton, c'est une équipe qui a beaucoup de vitesse, et la vitesse c'est pas la force de Genève Servette. Ouais, ça leur pose problème. Mais je pense que sur la balance là ils ont entre 5 et 8 kilos de différence quasiment sur tous les joueurs. Mais alors comme ça va vite, oh là là, c'est beau à voir et c'est créatif. On voit des sorties de zone comme on voyait dans les années 80, ça tourne, c'est beau à voir, c'est magnifique. Et moi je dis chapeau à cette équipe de néo-promus avec plein de jeunes. Et d'ores et déjà. Et Zirkirchen qui joue contre le leader, qui a fait un match exceptionnel. Exactement. Mais moi, je voulais juste dire une chose. Vraiment, c'est une perte que Tomlinson puisse plus entraîner l'année prochaine. Parce que vraiment, qu'est-ce que ça fait? Mais il sera peut-être là en sous-marin quand même. Ouais, bien sûr. Mais c'est pas la même chose, je suis d'accord. Le choix de l'entraîneur de Cloton, d'ailleurs, sera peut-être un point essentiel. Hyper important. Essentiel. Comme dans tous les clubs. S'ils veulent continuer leur évolution comme Rapperswil, ça doit être leur modèle. Il faut pas se tromper là. Mais si Cloton ne fait pas beaucoup d'erreurs, on peut le dire, depuis son accession. Même si on avait des doutes. Vous vous souvenez qu'en début de saison, ça va pas être terrible. Et le recrutement. S'ils font la même chose pour le recrutement de l'entraîneur, ça va être bien. Et puis le recrutement des joueurs qui a déjà été fait. Exactement, ils bossent bien. Ils bossent très très bien. Ils bossent bien. Voilà, on a dit ce qu'on avait à dire sur Genève. On dit un mot sur Lausanne. Ouais, alors victoire 3-1. Alors moi, je ne souhaite qu'une chose, c'est que Lausanne sorte de cette situation. C'est une victoire 3-1 qui était nécessaire, mais j'ai beau retourner le problème dans tous les sens, je ne vois pas comment ils vont se qualifier pour les playoffs. Alors, j'ai fait aussi mes calculs comme vous et je vois pas. Alors déjà il faut sortir de cette 13e place. Mais ce qu'on peut dire sur le match, déjà uniquement 3 pénalités mineures, et contre la meilleure défense du championnat, tu vas gagner 3-1 à Zurich. Avec les résultats qui ont été vraiment contre eux cette semaine, entre Langnau, Lugano, Ambry. Donc là, il faut avoir le courage de le faire. Ensuite, on a beaucoup parlé des étrangers. Là, c'est comme Sekac, Raffel et Salomaki qui marquent les goals. Donc ça, c'est très très bien. Ensuite, Lorikainen qui a fait 100% contre Langnau à domicile, à l'extérieur à 84%. Et là, il a fait un gros match à 95,83, ce qui lui fait une moyenne de 93,27. Donc là, il faut avoir le courage de le mettre et il faut dire qu'Ward a fait le bon choix. Ensuite, pour parler un petit peu de leurs statistiques. Ce qui est difficile, c'est que aux engagements, ils ont monté un petit peu, 8e, mais toujours 11e attaque, 11e défense, ils n'arrivent pas à sortir de là. Et puis le powerplay. Ils n'ont pas marqué encore au powerplay, ils n'ont pas eu beaucoup de séquences, mais là, c'est le powerplay qui peut peut-être les amener en pré-playoff. Mais le problème qu'il y a à l'heure actuelle, c'est que tu as un Lugano qui marche très très fort. Donc là, pour moi, il faut aller
étape par étape. Là, pour Lausanne, aujourd'hui, il faut essayer de faire un bon résultat à Berne, essayer de se sortir de ce 13e place, qui est très très dangereuse. 13e place, jouer contre Ajoie, les playoffs, il faut éviter absolument. Surtout avec la saison qui vient. Voilà, c'est ça. Les Ajoulot, ils vont bouffer l'adversaire. La saison qu'ils viennent de vivre, mentalement, ça peut être très très compliqué. Donc là, faut déjà qu'ils pensent comme ça. Une fois qu'ils sont 12e, après on peut voir la suite. Et on va voir comment ça déroule. Et on se rappelle qu'après la pause de l'équipe nationale, ils ont 7 matchs en 2 semaines. Là, ça va être un vrai tournant dans la récupération, dans les performances. Il va falloir être régulier. Dernière chose à dire, retour d'Almon, 7 minutes 44. Au détriment, et ça m'a dérangé, moi aussi. Au détriment de Pedretti à 3 minutes 06 et Sidler qui fait que 3,37. On a besoin de points. C'est pas très grave finalement que ces joueurs-là, et notamment Sidler, si vous voulez, comme ça, de visu, et que 3 minutes 37, mais c'est grave si tu vas aller chercher des jeunes joueurs talentueux parce que tu renvoies un signal qui est pas bon. Et c'est là-dessus où ils doivent vraiment faire attention parce que on a parlé de Ebet, mon casque de plomb, qui n'arrive pas à trouver de joueurs, mais à Lausanne aussi on n'arrive pas à trouver de joueurs, mais là c'est pas pour des problèmes financiers, c'est pour des problèmes d'image et tout ce qu'on a entendu parler depuis le début de saison. Là ça va mieux, c'est calme, ça respire un peu plus la sérénité, il y a 3 victoires en 3, donc faut continuer comme ça, mais donner du temps de jeu un peu plus aux jeunes pour essayer d'en attirer, parce qu'avec les contrats longue durée que tu as dans l'équipe, il faut que tu vas pas pouvoir aller chercher des joueurs expérimentés par rapport au but. C'est vrai que pour résumer, en fait, ce que fait Lausanne en ce moment, c'est pas mal. Mais ouais. Malheureusement pour eux, ce sont les adversaires directs qui sont aussi en train de comptabiliser. C'est un peu ça le problème maintenant. Ouais. Alors... juste par rapport à ça, la profonde différence, c'est les deux L, Lugano et Lausanne. Ouais. Ce qui a changé, c'est un seul joueur. Ouais, les défenseurs. L'arrivée de Klock, ça a remis du temps de jeu réparti, puis des paires de défense offensive-défensive. On a mis Schlegel dans la cage, on a enlevé Koskinen qui était vraiment pas bon depuis le début de saison, et surtout on a dilué, on a 3 lignes d'attaque exceptionnelles avec les étrangers qui sont dilués, et une 4e ligne qui a fait la misère même à Rapperswil hier soir. Donc pour rattraper cette équipe-là et comment ils jouent à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'ambiance dans cette équipe. Gianni Nazzi, il gère le groupe à merveille. Ouais. Donc il y a des gens qui se révèlent. Ça va être compliqué pour cette 10e place. Ouais. Moi par rapport à Lausanne, déjà, moi ce que je trouve bien, c'est qu'il s'appuie quand même sur des choses qui marchent. En plus, il a eu du courage parce que le Rikainen, c'était le vrai test cette fois, on va dire. Ça, il l'a remis, donc 3 matchs. Et surtout que Poulenov était backup, donc ça veut dire qu'il lui fait confiance. Ça, je trouve que c'est bien. Ensuite, il va pas se déjuger non plus. Non, mais n'empêche que voilà. Après, moi, je trouve qu'il y a un très bon choix. Et Dieu sait si je l'aurais pas dit un certain temps, mais il met Salomaki à la place de Kovac. Et en fait, il joue défensif. Donc, quand tu veux jouer défensif, ça fait du sens. Il joue pour l'équipe. Voilà, exact. Mais surtout, la tactique de Lausanne est défensive. Et vous pensez que ça sera la tactique à aborder jusqu'à la fin du championnat ? En tout cas, à l'extérieur, oui. À l'extérieur. Voilà, parce que Kovacs, justement, va peut-être apporter... Ça peut donner 2 visages différents de Lausanne. C'est pour ça que moi, selon l'adversaire. À Lausanne, je mettrais Kovac quand il veut bien jouer. Et puis... Et Salomaki plutôt à l'extérieur quand il faut faire des points. Je suis pas forcément d'accord avec vous. Je m'explique. Moi, je regarderai la même équipe parce que ça donne beaucoup plus de temps de jeu et de responsabilité à Sekac. Et Sekac, c'est lui qui a porté l'équipe à bout de bras l'année dernière en pré-playoff. Ouais, et je crois que si ils ont un grand Sekac, vaut mieux avoir une ligne très offensive avec un Sekac, c'est un Salomaki qui va faire le sale travail et puis qui va bien bosser en box-play. Et puis d'avoir un joueur qui est un peu diva par moment, qui perd des pucks dans les zones importantes et qui joue pas pour l'équipe. Donc aujourd'hui, vous voyez plutôt pour le futur immédiat un Kovacs remplaçant de luxe. Exactement. Ouais, mais moi de toute façon, je trouve ce qui fait du sens. En plus, Salomaki met un goal. Quand tu gagnes que 3-1, c'est important. Et à Zurich. Meilleure défense du championnat. Et aussi, quand même, il faut le relever, Raphaël 2 fois de suite qui met des goals très importants. Et je pense qu'il va plus y avoir des scores fleuves. C'est fini. Les 1, 2, 3, 1, 3, 1, on va en avoir. Et là, justement, Raphaël, je pense qu'enfin, il sort ce qu'on attend de lui au bon moment, exactement. Et pour moi, mais il faut dire quand c'est bien, ils ont été beaucoup critiqués les étrangers, et là c'est eux qui ont fait gagner le match. Et c'est pour ça aussi que je dis que Salomaki, il est bon dans ce genre de match et on va avoir beaucoup de matchs comme ça maintenant. Et regarde, il défend bien et il va mettre des goals de raccro, mais il compte souvent, il compte fort. On change de 3e match, là ça ne concerne pas les Romans, mais je voudrais quand même faire une remarque sur le match d'hier, encore une fois, entre Rapperswil et Lugano, qui était un match de bonne qualité, et c'était surtout un match de supériorité numérique, de power play. C'est bon signe pour les 2 équipes, même pour Lugano qui perd, parce que finalement Lugano s'est incliné
sur les powerplays. Oui, c'est leur problème un petit peu. Ils mettent tellement d'émotions qu'ils prennent 2 pénalités évitables et puis un goal où Arcobello doit sortir le puck, il veut créer l'offensive. Mais les deux équipes marquent en supériorité numérique. Le box-play, c'est encore autre chose. Les deux équipes maintenant semblent venir dans ce domaine-là. À 5 contre 5, moi j'ai trouvé les gagnants supérieurs à Rapperswil. Supérieurs à Rapperswil. Et puis les deux grands gardiens hier soir, Schlegel et Niffler, ont très très bien joué. Franchement, hier c'était pour moi l'un des meilleurs matchs que j'ai eu à commenter sur le plateau cette saison. Voilà. Ouais, moi je trouve que ça prouve encore une chose, c'est que voilà, la discipline. Contre Rapide, tu peux pas prendre de pénalité. Et maintenant, les matchs vont être serrés. C'est vrai, ils font pas un monstre match, mais alors, comme ils te punissent, wow. Et puis, je sais pas si vous avez entendu l'interview comme Chervenka vous punit. Ouais, non, mais... vous enlevez Chervenka et ça vous remet tout de suite Rapperswil un petit peu plus à sa place quand même. Emoy aussi, d'accord. Chervenka, absent 9 matchs, 7 défaites. Ouais, et puis, franchement, t'as un blue liner incroyable avec Noro. Et après, à gauche et à droite, t'as 2 gars qui sont sur leur one timer, qui sont en pleine confiance. Mais moi, je me répète, mais Moyle, c'est... Chervenka, il a une force que peu de joueurs ont dans le championnat. C'est qu'il est capable, avec ses hanches, de s'ouvrir à 10h10 là, avec ses pieds. Ouais. Et on ne sait jamais s'il va en avant ou en arrière. Donc, en fait, c'est lui qui décide à lui tout seul le positionnement du box par rapport à ce qu'il fait avec le puck. Et il est tellement précis dans la transversale sur Moy ou dans le petit jeu avec Schroeder ou Albrecht ou les shoots directs de Noro, que le powerplay est redoutable. Hier, j'avais rarement vu un joueur aussi précis dans cette situation-là. Ouais. Il est vraiment exceptionnel. Ouais, la passe du puck qui part sur les jambes c'est tout simplement hallucinant. Et en fait, avec ses mouvements de puck et ses mouvements de pied, il te force à faire des mouvements de canne. C'est-à-dire que quand tu le vois faire un truc, si tu mets ta canne d'un côté ou de l'autre, il va utiliser ça pour faire la passe à l'intérieur du petit espace. Et ça ouvre les lignes de passe. Et moi, il est tellement intelligent dans l'intervalle de bien se placer pour son shoot direct, qui sont extrêmement dangereux. Et puis attention, il y a un Noro en cerveau en haut. En fait, le problème du powerplay de Rappi, c'est que le danger, il vient de partout. Et il n'y a rien de prévisible. Ils savent s'adapter à toutes les situations. Et pour finir, Albrecht, 92% d'engagement gagné hier soir. Dans la dernière minute, il les gagne 3 en zone défensive et il a gagné tous ses engagements pour. Je pense qu'avec Cover, ça doit être un des plus gros taux d'engagement. Il est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Il y a encore 2 matchs qu'on peut évoquer. C'est le Berne-Fribourg. Ouais, alors qui après a joué à Bienne. Ouais, alors ça a été long à se dessiner. Ça gagne au penalty, donc une victoire très importante pour Fribourg, parce que c'était très très compliqué. À la 6e place, elle est loin d'être assurée. Elle est loin d'être assurée. Il y a la semaine prochaine, par exemple, il y a Fribourg qui doit aller match of the week à Genève, donc ils ont des gros matchs à jouer. Mais j'ai bien aimé la réaction de l'équipe quand même. Et puis pour revenir, on a beaucoup parlé de la défensive où ça baisse un petit peu, ça a descendu au classement et les statistiques de Connor Hughes ont descendu aussi. Ouais. C'est un tout, c'est toute une équipe, mais pour vous donner un parallèle, pour qu'on image, il était premier gardien pendant longtemps au niveau du pourcentage d'arrêt. Aujourd'hui, il est 19e gardien de la Ligue avec les deuxièmes gardiens qui ont moins joué. Mais il est, surtout, on va faire une comparaison, il est à la même statistique d'arrêt que Wolf qui est à Ajoie. Et avec une défensive. Il y a quand même moins de tirs qui lui sont adressés. C'est ça. Et leur box-play ne marche pas bien. Et ils prennent toujours les mêmes. Et moi, ça m'en fout. C'est toujours un mouvement du centre de la glace vers la gauche et un shoot côté bloqueur. Et à chaque fois, il les prend soit au-dessus, soit au-dessus, soit en dessous. Et il a ce côté-là où il est en difficulté. Et ils prennent beaucoup trop de goals encore en box-play. Ouais, moi je dirais encore un truc tout bête, mais gagner au penalty avant les playoffs, c'est important. Et en plus, c'est Rast, exactement. Et c'est un gars qui a besoin de confiance. Et vous avez vu combien il y a eu de penalty pour combien de goals. Donc quand tu le marques, celui-là, il fait du bien à l'équipe et à toi. Et Rast, il est toujours un peu entre deux. On ne sait jamais s'il va être sur le line-up ou pas. Surtout que si maintenant... Sorensen annoncé blessé samedi. Ok, donc il devrait jouer. Non, mais c'était samedi dernier. Mais normalement, il jouera demain. Voilà. Ouais. Et puis surtout que maintenant, avec Vaino, tu as une solution défensive aussi. Donc Rast, il est en grand danger et il doit se rassurer. Alors déjà, je trouve cool de la part de Dubé qu'il le fasse tirer parce que d'abord, c'est un bon tireur de pénalty, évidemment. Mais que lui mette le goal important et puis dans le même match que Bikoff marche,
Ça fait C'est un signe. C'est 2 plus positifs qui font du bien à l'équipe. Et c'est juste important. revenir sur une statistique, vous vous rappelez qu'en début de saison, ils étaient meilleure défense. Mhm. Ils sont aujourd'hui 6e défense. Ils étaient 11e attaque. Ils sont passés 6e attaque. Donc ça a inversé. En powerplay, ils ont monté aussi son 3e powerplay. Par contre, ils sont 12e boxplay. Ouais. Donc en fait, la tendance, elle a un petit peu changé du côté de Fribourg. Et on commence à marquer un peu plus de goals. Mais on en prend beaucoup trop. Donc il va falloir régler. Et je pense que Mais le retour de Béra est très attendu du côté du coaching staff et notamment de Christian Dubé. Mais est-ce qu'ils n'étaient pas meilleurs en box play quand il y avait Vaino? C'est possible, mais c'est surtout que ils ont amélioré leur offensive et je crois qu'ils sont un peu plus portés vers l'attaque parce qu'on les a beaucoup critiqués et puis ils ont pris un peu de confiance au niveau individuel, au niveau des étrangers et puis des joueurs suisses. Mais par contre derrière ça prend beaucoup plus de goals. Donc maintenant pour qu'ils gagnent, il faut qu'ils en marquent un paquet. Donc là ils doivent régler ces problèmes-là absolument. Ouais. Ce qu'on peut dire pour conclure, c'est que si la petite heure de patinage mercredi sur la glace n'a peut-être pas eu tout à fait l'effet escompté, ou la demi-heure, j'ai entendu. Je suis déçu alors. C'est un message. Par contre, le fait que David Dernay ait pris la parole dans les vestiaires, ça a eu son petit effet visiblement. Bah, c'est un relais pour Dubé déjà. Ouais. C'est un vrai relais, c'est un vrai leader. C'est vraiment dommage qu'il arrête sa carrière parce que il est tellement important sur la glace. Ah, il y a Philippe Knobler qui vient de dire bonjour. Bon, allez, on salue le patron. On en profite pour rappeler que nous sommes aux têtes de course au Bike & Coffee. Il est tout content comme ça, Knobler. Ouais. On va lui faire la hola. Ouais, on va lui dire que son fils, on l'a pas trop vu ce week-end, mais bon. Bon, le dernier match que l'on a pu vivre durant le week-end, c'est ce Ajoie-Bienne, 3-0 pour Bienne. Ouais, alors je voulais. C'était difficile pour Ajoie. On va déjà commencer par Bienne. La problématique à Bienne, je vous ai fait une statistique. Bon, déjà le coup de cœur, Joren van Pottelberg, pardon. Le Belge, dites le Belge. C'est plus, pour un Français, c'est plus c'est plus facile. Non, je vais VPT. Ouais. Non, il a rejoué malheureusement contre Langnau, ils ont perdu, mais il a eu peu de shoots, 85% d'arrêt, mais des shoots sur la fin du match importants, difficiles à arrêter, et ils perdent ce match. Le lendemain, il fallait absolument qu'ils gagnent à Ajoie, ils l'ont fait, 3-0. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai fait une petite comparaison. Il y a Olofsson qui est vraiment en difficulté à la finition, qui était un buteur, qui marque un peu moins. Et surtout, j'ai comparé Tony Rayala la saison 21-22 et 22-23. Cette année... Il ne lâchera pas. Hein. Non, mais parce qu'il est très important. Cette année, en 41 matchs, il a fait 11 goals, 16 passes, 27 points. L'année dernière, en 51 matchs, donc 10 matchs de plus, il a fait 22 goals, 26 passes, soit 48 points. Donc là, il y a un gros ratio, un gros gap. Il reste 10 matchs pour... Et donc Olofsson et Rayala sont des joueurs qui doivent absolument marquer un peu plus, notamment au powerplay. Et juste une statistique, à powerplay, ils étaient très très bien jusqu'à mi-décembre. Ouais. Aujourd'hui, ils sont passés 10e powerplay. Et je pense que c'est l'une de leurs faiblesses à l'heure actuelle. Et ça passe par la finition et ces deux joueurs-là. Mais justement, il ne faut pas oublier que Rayala, on pardonne aussi moins quand il ne marque pas parce que c'est pas un gars qui défend beaucoup. Non, du coup, comme Cervenka. Ou même Dido. Ouais. Donc, mais par contre, là, il doit marquer, il fait pas le job. Et puis, pour parler un petit peu d'Ajoie, donc j'ai vu les deux matchs. J'ai regardé les deux matchs. Moi, ce qui m'a dérangé, là, on retombe un peu dans le trou. On manque d'émotion. Et surtout, j'ai une inquiétude sur les étrangers. Tout le monde met en avant les étrangers. Alors là, moi, j'ai fait une comparaison visuelle sur le match entre Lugano et... alors, c'est des étrangers de plus haut niveau qu'on joue au niveau international. Mais là, il y avait vraiment une différence de patinage, de vitesse, d'intensité, de qualité de jeu. Et De Vos, c'était en grande difficulté au niveau du patinage. Hazen est rentré dans le rang. Et là, c'est très, très compliqué en ce moment. Et il score peu. Et puis Brennan, qu'on a re-signé 2 ans. Lorsqu'il y avait le 4e bloc sur la glace avec Zanetti etc. Ah là, c'était compliqué. Et donc du coup, juste pour vous dire que De Vos va avoir 33 ans, Hazen va avoir 33 ans et Brennan va avoir 34 ans et on l'a signé 2 ans. Je suis un petit peu inquiet sur sa 2e année de contrat, pour être complètement sincère, et évidemment c'est des questions budgétaires, donc on doit faire avec les joueurs qu'on a et qu'on performait et qu'on connaît. Mais j'ai récupéré le salaire de Péjan. Ouais, alors ça c'est une très très bonne nouvelle. Je voulais y venir, mais là sur la fin de saison, il faut que ces étrangers montent leur niveau de jeu et puis peut-être faire tourner, faire jouer Bako, c'est pas grave, mais les reposer un petit peu parce que là, Hazen, il a plus le coup de rein, il a plus la fraîcheur. Brennan, on sait qu'il a pas de patin, mais là, à un moment donné, il est à la ligne rouge.
en arrivant à la ligne bleue, Zanetti qui part de la ligne bleue défensive, il arrive avant quoi. Donc il spécule beaucoup, il reste intérieur pour pas jouer les 1 contre 1, mais c'est quand même compliqué quand tu une équipe qui joue bien collectivement. Et là ils sont vraiment dans le dur. C'était vraiment un week-end compliqué pour eux. Ouais, et puis si on tire les comparaisons avec par exemple Langnau avec ses étrangers qui sont incroyables, ou même Cloten qui est un néo-promu, c'est vrai que nous, moi j'ai vu Cloten jouer. Les étrangers ils sont... Ça c'est pas une surprise par contre. On avait vu que Cloten dès le départ avait été chercher du top. Hein. Ouais, oui et non. Oh quand même. Ce que je veux surtout dire, c'est qu'effectivement, entre des étrangers qui ont touché un peu à la NHL mais qui sont jeunes, et puis des gars qui ont dominé la Ligue B, à quelque part à un moment donné il y a un gap, et puis ça on le ressent maintenant. Et je pense qu'effectivement il y a de la fatigue de leur côté aussi, de la fatigue mentale et de la fatigue physique. Ils ont beaucoup joué et peut-être que ils ont un trou. Mais je pense qu'il y a d'excellents joueurs, mais qui sont pour certains plus profilés pour la Suisse. Et là mardi un joueur reçoit Cloten qui a 4 séries, 4 matchs, 4 défaites d'affilée, qui joue très très bien. Donc là c'est un vrai test et ça peut vraiment te mettre dans le trouble si tu perds contre. C'est quand même un néo-promu avec toi, donc il y a cette rivalité quand même. Et là, ça va être très important. Ouais. Puis Cloten, jusqu'à 3 minutes de la fin à Genève, ils étaient dedans. Hein, ils auraient encore pu gagner. C'est ça. Bien va à Davos, gros déplacement. Vraiment gros déplacement. Et pour finir sur les rencontres de mardi, le LHC, on en a parlé avant, mais ça va être un énorme match à Berne. Et ils doivent profiter de la situation un petit peu compliquée pour Berne. Avec les défenseurs, mettre beaucoup de pression sur les jeunes défenseurs et puis sur Golubev et puis Untersander qui joue énormément. Donc c'est des joueurs que tu dois fatiguer, travailler, frapper proprement pour pas prendre de pénalité, mais tu dois vraiment les patiner. Ensuite, et qui est au goal à Lausanne ? Poulenov, moi je pense. Il faudra quand même faire poser le Rikainen. Ouais, et puis je pense qu'il faut quand même pas perdre de... Poulenov était dans un bon trait. Perdre de vue que Poulenov devrait encore comme jouer un petit peu. Il est numéro 1 dans la tête dans la tête du coaching staff, mais d'un coup le Rikainen, on veut le relancer, il fait un énorme match à Berne. Il est mieux que ce qu'on pensait par rapport à sa carte de visite de la saison. Alors je reprends vos termes, il est mieux ce qu'on pensait par rapport à sa saison. Sa saison, c'est bien ça. En cours, parce que les saisons auparavant, il a été international finlandais, puis il a fait des bonnes saisons, donc on voit que techniquement il est propre. Donc oui, ça sera un gros match. Genève, on y va mardi soir, magnifique match. Genève-Rapperswil. Alors là, on va voir où en est Genève. Parce que là, Rapperswil est en pleine forme, pleine confiance. Et puis ils se punissent. Et 7 sur 8. Et puis Genève, là, ils ont eu des adversaires un petit peu moins prestigieux, de classement plus modeste. Donc on va voir où ils en sont. Langnau qui va être en grande difficulté à Zurich. Ou Zurich qui va être en difficulté. Excusez-moi. Moi, si je peux me permettre un truc, j'étais au match Bienne-Langnau et je me rappelle de ce qu'on a dit de Langnau après Lausanne. Laurent a dit ils sont en grand danger de relégation. Alors moi je vais vous dire un truc, les 15 premières minutes, Bienne se balade, ils mettent le 1-0, ils égalisent et après ils mettent un goal avec Pesonnet. Et après, c'est l'état d'esprit qui fait la différence. Le mais les gars, franchement, ils étaient en étoile dans leur défense. Combien de block shots ? Ouais, c'est ça. Ouais. Et les gars, ils jouent leur vie. Alors, total respect. Alors que les Zurichois ne jouent pas leur vie en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, mais ce que je veux simplement dire, c'est qu'ils ont très bien compris la situation et ils vont vendre très, très cher leur peau. Et je regardais le coaching staff. Et il y a une solidarité dans cette équipe incroyable. Il y a quand même beaucoup de choses à Langnau. Le truc des étrangers avec la sauna sur le toit. C'est pas par hasard. Non, c'est pas par hasard. Mais moi, je les vois en danger s'ils finissent 13e. Parce que contre Ajoie, ça va être très compliqué. S'ils arrivent à canaliser ce premier bloc avec les étrangers, il suffit qu'ils aient un ou deux blessés importants chez les Suisses et là ils sont pas bien. Donc c'est eux l'objectif vraiment c'est de garder ce 12e place. 12e c'est parfait pour eux, ils peuvent reconstruire, refaire des transferts, c'est parfait et éviter cette peau de banane. En tout cas il n'y aura pas de cadeau. Ça, c'est une donc chose les 13 derniers matchs vont être complètement fous. Et puis après on a un Lugano-Fribourg. Alors là aussi pour Fribourg compliqué. C'est chaud ça. C'est très chaud comme ils jouent bien et ils jouent beaucoup avec leur numéro 4, le défenseur qui monte, qui permute. Enfin c'est du beau hockey maintenant à Lugano. Ouais, ça joue très très bien. Et puis un Zug Ambry Piotta, mais Zug qui est en train quand même gentiment de remonter la pente. Puis Ambry qui a besoin de faire des points parce que on peut pas par rapport à la saison, gagner la Spengler, tu as eu une période très difficile, tu reviens un petit peu, et puis c'est Lugano qui a pris ta 10e place. Là, c'est un gros combat au niveau de la 10e place pour les Tessinois.
Bon, on a fait le tour, je crois, messieurs, à l'occasion de ce premier bloc After. Est-ce que vous avez une petite dernière ? Non, ça va. J'ai juste reçu une question du capitaine de Sarine. Votre podcast, on le trouve où ? Alors, sur Planète OK la radio, Planète OK la radio, sur YouTube, Planète Center. Planète OK Center. Et puis, je vais lui mettre un message privé avec le lien parce qu'il a assisté, ce monsieur. Ouais. Bon. On passe le bonjour à Gasso qui est de Fribourg et d'ailleurs. en parenthèse, Sarine, super début de championnat. Mais alors, depuis que j'ai conversé avec son entraîneur, ils perdent. Je leur ai porté malheur. Ils sont quand même qualifiés pour les playoffs. Hein. Oui, mais c'était chaud. Ils étaient en tête à un moment. Hein. Ouais, faut pas parler. Faut pas parler avec moi. On va faire un petit message perso là. Il y a une jolie. Pas sûr encore. Pas sûr encore. Et pour l'instant, sur le papier, il y a un Privy Morges. Ah ouais, ok, voilà. Il y a un derby vaudois, mais il y a encore une dernière ronde, un match plus tard qui va se jouer entre Privy et Morges. Et en cas de victoire, de Morges, ça peut les monter. Ouais. Et même en cas de défaite, je sais pas au niveau du goal average, comme ils sont ex-aequo avec le 7 et 8, comment ça se passe. Mais ça pourrait faire une très belle. Ça pourrait faire un beau quart de finale, un beau quart de finale à 5 minutes de voiture. Ouais, avec notre ami Yann David Lache qui là-bas. Puisque j'évoquais rapidement Sarine, l'entraîneur, on le connaît bien. Ouais. Et alors c'est donc Réal Rémy. Ce qu'on sait moins, encore une fois, c'est qu'il fait de la musique. Et on en profite puisqu'on est sur la radio de Planète OK, mais également sur la radio du Strap, le café-théâtre en ville de Fribourg. Et bien, sous le nom de Al Renoff, il viendra au mois de mai, si je ne m'abuse, nous proposer ses compositions rap, avec notamment le fameux tube qu'il a tourné avec son fameux clip du côté de la BCF Arena, puisque évidemment il parle de hockey sur glace. Faudra venir. On va venir. Je vais prendre les habits de mon plus grand rappeur avec ma casquette sur le côté. Voilà, c'est ça. On va faire les pop-pom girls. Voilà. Merci messieurs d'avoir participé à ce premier bloc l'After. Nous avions avec nous aujourd'hui Laurent Perroton et Christian Ponty qui, comme d'habitude, vont donc aller hanter les patinoires de Suisse, parce que comme ils le disent tout le temps, le hockey sur glace c'est bien, mais le hockey sur place, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Et on se retrouve donc d'ici quelques minutes pour la rediffusion de cette émission à 22h. Rediffusion également mardi matin 6h, mardi 13h. Prochain premier blog, ce sera le Before et ce sera vendredi sur le coup de 18h. Merci messieurs. Et merci vive le hockey roman. Et vive le hockey roman. Ça, c'est la conclusion habituelle de Christian Ponty. Passez une excellente fin de soirée à toutes et à tous. C'était Philippe Ducarreau. À bientôt. Bye bye.